Bienvenue sur le monde vue d'Afrique. Dans cette émission spéciale, nous allons parcourir à pas de charge l'actualité politique et stratégique dans l'espace sahélien, en mettant en lumière les événements majeurs susceptibles d'influencer la politique intérieure et extérieure des trois États membres de l'Alliance des États du Sahel AES. Nous allons commencer aujourd'hui par le Niger, au cœur d'une recomposition diplomatique, économique et stratégique qui mérite une attention particulière. Le ministre des Affaires étrangères du Niger, Bakary You Sangare, a récemment reçu à Niamey l'ambassadeur de la Turquie, accompagné d'une délégation de haut niveau, comprenant notamment un représentant du ministre turc de l'Énergie et des Ressources naturelles. Les discussions ont porté essentiellement sur le lancement de nouveaux projets miniers stratégiques, mais aussi sur l'élargissement du cadre global de coopération entre les deux pays. Les deux parties ont clairement affirmé leur volonté d'approfondir un partenariat fondé sur le respect mutuel, la souveraineté et les intérêts partagés, avec un accent particulier sur la formation de cadres et d'ingénieurs nigériens, le transfert de compétences et de technologies, et une réponse et une approche orientée vers le développement durable. Ce cadre de coopération hisse désormais la relation Niger et Turquie, la relation entre le Niger et la Turquie à un niveau économique et stratégique supérieur, loin des partenariats asymétriques hérités du passé, comme on l'a vu avec la France qui exploitait le canyon du Niger pendant une cinquantaine d'années, alors que le Niger ne profitait même pas euh, de l'exploitation de cet uranium, mais au contraire, le sous-sol nigérien, le sol nigérien était pollué et le Niger s'approvissait. Dans le cadre de cette nouvelle vision, le Niger a commencé à former ses premiers ingénieurs en Turquie, notamment dans les secteurs clés comme les mines, et la géologie, l'énergie, l'ingénierie industrielle, la technologie liée à l'exploration et à l'exploitation des ressources. Ce choix stratégique est loin d'être anodin. Il s'agit pour Niamey de rompre avec la dépendance technico-administrative en formant des cadres capables de piloter eux-mêmes les projets structurants du pays. Il faut rappeler que la Turquie a aussi renforcé sa présence au Niger depuis 2020, notamment dans le secteur minier. Depuis, euh, depuis cette période, depuis 2020, des entreprises turques mènent des recherches dans le domaine aurifère, mais récemment, un cap important a été franchi avec avec une société turque spécialisée dans le domaine aurifère. Donc, la société turque MTAIC, je vais épeler pour ceux qui ne comprennent pas, MTAIC. Donc, moi je lis MTAIC, s'apprête à lancer une vaste campagne d'exploration aurifère à Aziga, dans la commune de Tabelot, région d'Agadez, avec pour objectif d'évaluer précisément le potentiel minier du site, de préparer une exploration industrielle future. MTAIC détient déjà plusieurs permis d'exploration dans les régions de Tilaberi et d'Agadez où elle mène des forages, des prélèvements d'échantillons et des analyses géochimiques approfondies. Cette initiative intervient dans un contexte très particulier. Le Niger, la région d'Agadez, est historiquement l'un des plus grands foyers aurifères du Niger avec de nombreux sites d'orpaillage artisanal. Par exemple, à Djado ou à Tibarkatan ou encore à Aouzigar, des zones euh, aurifères réputées ou encore dans la zone proche de Tini. Malgré son potentiel aurifère immense, cette région, la région d'Agadez, a longtemps été délaissée par l'État, laissant le champ libre au réseau du trafic d'or, aux groupes armés terroristes qui ont fait de cette zone un bastion logistique et financier imposant notamment des prélèvements assimilables à la zakat sur les orpailleurs. Aujourd'hui, le nouveau gouvernement nigérien dirigé par le général Abdourahmane Tchani euh, affiche une volonté claire. Sa volonté, c'est de reprendre le contrôle de l'exploitation aurifère, de sécuriser les zones minières et d'intégrer les entreprises nigériennes à la chaîne de valeur afin de booster l'économie locale et nationale. Les opérations sur le terrain incluent notamment l'utilisation des drones pour cartographier les zones désertiques, des excavations ciblées pour analyser les sols rocheux et, et voir leur teneur probable en or, une coordination étroite avec les autorités locales et les forces de sécurité. Donc l'objectif est clair, développer souverainement les ressources naturelles, sécuriser le territoire
et poser les bases d'un État fort, autonome et stratégiquement aligné sur les intérêts du peuple nigérien. Donc, un État fort, c'est la condition sine qua non essentielle pour que chaque Sahélien soit protégé et se sente en sécurité partout où il se trouve. Maintenant, après le Niger, nous allons attaquer le deuxième pays de l'AES ici. Il s'agit du Burkina Faso. Au Burkina Faso, des décisions fortes ont été prises cette semaine. Des décisions très audacieuses, hautement dissuasives, viennent d'être prises par les autorités de transition. Premièrement, toute personne, toute personne sollicitée financièrement par, pour participer à un complot contre l'État et qui dénonce immédiatement les auteurs auprès des autorités compétentes est autorisée à conserver l'argent reçu et, et est éligible à une récompense équivalente et bénéficie d'un anonymat total ainsi que d'une protection complète. Ça veut dire simplement que si des gens, des personnes, des acteurs étrangers vous ont contacté pour que vous puissiez euh, porter atteinte à la sécurité de l'État et que vous, en tant qu'un patriote burkinabé, vous avez dénoncé ces acteurs-là, le gouvernement, l'État s'engage à ne pas vous retirer l'argent, la somme qui vous a été remise, et en plus à vous récompenser avec une récompense équivalente à l'argent, à la somme que vous avez reçue. Et de garder votre anonymat strict, donc de protéger votre vie privée. C'est vraiment une décision très très audacieuse et très stratégique mise en place. Pourquoi cette décision est stratégique? Il ne s'agit pas simplement d'une mesure administrative, il s'agit plutôt d'un choix stratégique assumé, relevant de la guerre contre la subversion, dans un contexte où les ennemis du Burkina Faso utilisent l'argent, la manipulation et la corruption comme arme de déstabilisation massive. Cette décision révèle une utilité stratégique remarquable des autorités actuelles militaires du Burkina Faso. Elle retourne les méthodes de l'ennemi contre lui-même en transformant la corruption en piège, la manipulation en source de renseignement et la tentative de complot en preuve irréfutable, comme cela a été le cas avec l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. En responsabilisant les citoyens tout en leur garantissant la protection et la sécurité, l'État burkinabé démontre ainsi une compréhension fine des réalités sociales et sécuritaires du terrain, une volonté claire de briser la méfiance héritée du passé entre les populations et le gouvernement et aussi les forces de défense et de sécurité et de replacer le peuple au centre de la défense nationale. Cette approche renforce euh, la cohésion nationale, la confiance entre l'État et la population et l'idée que la sécurité n'est plus affaire de quelques-uns, mais une affaire de toute la nation burkinabé. Cette mesure pourrait renforcer sérieusement le renseignement humain en permettant aux forces de défense et de sécurité et aux services de renseignement de bénéficier, à, de bénéficier très rapidement et de pouvoir, euh, de pouvoir dissocier, de pouvoir interpeller les réseaux de déstabilisation et de complot contre l'État burkinabé. Une autre actualité capitale dans le pays, les hommes intègres, est importante à signaler. C'est la transformation du ministère de la Défense en ministre de la Guerre. En réalité, il ne s'agit pas d'un simple changement de nom administratif, mais d'un changement de doctrine, de posture et de vision stratégique de l'État burkinabé. Mais pour mieux comprendre cela, il faut essayer de comprendre le passé. Historiquement, un ministère de la Défense est conçu pour protéger les frontières, maintenir l'ordre, réagir aux menaces. Mais aujourd'hui, le Burkina Faso a changé de logique. L'État est en situation de guerre asymétrique, existentielle prolongée. Et dans la logique de construction d'un État fort et puissant, un ministre de la guerre à la place d'un ministre de la Défense est important. La nouvelle priorité devient de faire la guerre, de faire la guerre et non plus de lutter contre le terrorisme. Un terrorisme qui a des tentacules depuis l'extérieur et qui est manipulé euh, comme un moyen de pression contre les États du Sahel. Donc la priorité est maintenant de vaincre l'ennemi, de détruire ses réseaux, de neutraliser toute tentative de déstabilisation interne comme externe. Donc ce changement de dénomination annonce donc un changement de doctrine une et une réconsidération de la menace à laquelle le Burkina Faso fait face depuis des décennies. Donc il annonce aussi la mise en place prochaine d'une nouvelle philosophie, d'une nouvelle doctrine de guerre. Le 16 janvier 2026, le gouvernement du Mali a mis en place, après une décision lourde de sens,
Il s'agit d'interdire la circulation, la distribution et la vente du journal Jeune Afrique sur toute l'étendue du territoire malien. Cette décision rendue publique par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui est en même temps le premier ministre du Mali, le général Abdoulaye Maïga, ne relève ni d'un acte impulsif, ni d'un simple désaccord médiatique. Elle s'inscrit dans un contexte de guerre informationnelle, de pression géopolitique et de tentatives de déstabilisation multiforme visant l'État malien. Selon la note du gouvernement, l'Afrique est accusée de plusieurs violations graves de la loi malienne. Premièrement, diffuser des accusations fallacieuses et subversives contre l'État malien, de relayer des narratifs mensongers sur la crise de l'approvisionnement en hydrocarbures, de se livrer à des faits assimilables à une apologie indirecte du terrorisme, un manque d'objectivité et d'équilibre et de rigueur journalistique, un parti pris direct en faveur des terroristes, de pratiquer la diffamation, d'inciter la haine et la manipulation de l'opinion publique. Autrement dit, le Bamako estime que le média ne fait plus de l'information, mais de l'influence politique hostile. Pour, pour, comprendre, pour comprendre pourquoi le Mali a pris une telle décision, il faut comprendre le contexte mondial actuel. Dans le contexte mondial actuel, les États du Sahel ont redéfini leur rapport avec les médias internationaux, principalement françaises. Ces médias internationaux ne sont pas de simples observateurs, ce sont des acteurs de la guerre informationnelle, des relais des narratifs hostiles, souvent alignés sur les intérêts des puissances hostiles au pays de l'AES. Ce sont aussi des outils de pression psychologique destinés à fragiliser la cohésion nationale et la légitimité des autorités, afin de créer des révolutions ou des insurrections internes contre les autorités actuelles des pays de l'AES. Donc, dans une situation de guerre asymétrique, l'information devient une arme aussi dangereuse que les armes conventionnelles. L'un des éléments centraux de cette affaire concerne la perturbation de l'approvisionnement en carburant du Mali, où les autorités en Afrique auraient sciemment instrumentalisé cette crise en la présentant comme une faillite de gouvernance sans prendre en compte les efforts de l'armée sur le terrain. Euh, Afrique a sciemment déformé la réalité pour des intérêts étrangers obscurs. Cette narration est perçue par Bamako comme une tentative de retournement de l'opinion publique dans un contexte où le pays subissait la plus grave crise économique et énergétique de son histoire. Après la guerre militaire, la guerre économique et la guerre diplomatique vient désormais la guerre médiatique, assumée comme telle par les médias france-africains contre les trois pays de l'Alliance des États. Après cela, nous allons maintenant entrer dans le secteur minier malien. Pour la première fois de son histoire, les recettes minières du pays ont dépassé la base symbolique des 1000 milliards de CFA, atteignant précisément 1022 milliards de CFA versés à l'État en 2025. Cette annonce a été faite par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, lors de la cérémonie de présentation des vœux à des forces vives de la nation le 12 janvier 2026. Un chiffre d'autant plus marquant qu'il dépasse de plus les 600 milliards de francs CFA qui étaient prévus initialement, qui tablaient sur environ 400 milliards. Ce résultat n'est ni un hasard et est le produit d'une rupture politique assumée, d'une reprise en main souveraine du secteur minier et d'un rapport de force rééquilibré entre l'État malien et les multinationales. Il est le produit d'une rupture politique assumée, d'une reprise en main souveraine du secteur minier et d'un rapport de force équilibré entre l'État malien et les multinationales. Le cœur de cette performance repose sur un fait central, le recouvrement de 761 milliards de CFA d'arriérés auprès des sociétés minières. Ce montant dormait. Le cœur de cette performance repose sur un fait central, le recouvrement de 761 milliards de CFA d'arriérés auprès des sociétés minières. Ce montant dormait, était contesté, dissimulé ou sous-déclaré depuis des années. Ils ont été récupérés grâce à un audit profond du secteur minier lancé en 2023, la révision complète des contrats léoniens et l'adoption d'un nouveau code minier mettant fin à des décennies de pillage légal. Le résultat de cette politique est stupéfiant. 35% de part dans les contrats miniers contre 8% pour la Côte d'Ivoire dans la mine d'or de Séguéla. C'est pour montrer l'écart entre la nouvelle politique du Mali et la politique ancienne qui règne dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest.
On a une augmentation d'environ, dans, ce- cette nouvelle politique a permis une augmentation d'environ 580 milliards de CFA par rapport aux exercices précédents, sans augmenter la production de l'or ou des ressources minières dans le pays, à part la nouvelle mine de Bougni entrée en service en fin 2025. Mais c'est simplement que l'État malien a récupéré ce qui revenait déjà au peuple malien. Donc, l'une des réformes majeures concerne le mode de calcul des revenus miniers. Avant, les paiements étaient fixes, carrément. Ils étaient déconnectés des cours mondiaux de l'or. C'est-à-dire que lorsque le coût de l'or augmentait sur le marché euh, international, les parts de l'État malien n'augmentaient pas en fonction de cette hausse, mais restaient fixes. Le gouvernement ne pouvait pas corriger cela en obligeant les sociétés minières à vendre au moment où le prix était favorable, mais était victime des entreprises étrangères qui très souvent affirmaient avoir vendu leur part lorsque le marché n'était pas favorable. C'est-à-dire que malgré que euh, le gouvernement malien percevait directement ses revenus sur le coût de l'or qui était fixé lorsque ces contrats étaient signés, ces entreprises s'arrangeaient encore à utiliser les règles internationales à leur faveur et dit au Mali qu'ils ont vendu leur extrait au Mali à un prix bas sur le marché international. Ce qui faisait qu'automatiquement, ils étaient obligés de reverser à l'État malien une part qui est faible par rapport au coût de l'or sur le marché international. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, le Mali est monté à un autre niveau. Aujourd'hui, les parts de l'État sont indexées sur le prix international de l'or ou les autres minéraux qui sont dans le sous-sol malien et qui sont en exploitation. En plus, le gouvernement peut obliger les sociétés à vendre à des périodes favorables où le prix de l'or ou du lithium est en hausse, comme cela a été le cas pour la société minière euh, Codal, qui a vu ses autorisations d'exportation de lithium retirées, donc suspendues, pour pousser la société minière à attendre une période où le prix sera favorable. Parce que la société avait voulu vendre, avait voulu exporter le lithium à une période où le coût du lithium était en baisse, ce qui allait faire que les revenus qui seront versés à l'État malien auraient été bas. Parce qu'il faut savoir que les sociétés chinoises ont cette habitude de manipuler très souvent le marché lorsqu'ils veulent acheter de grandes quantités de matières premières afin de les racheter à bas coût et de verser des faibles parts au pays dans lequel ils exploitent ces ressources. Autre réforme stratégique majeure, c'est la domiciliation voilà, des revenus issus de la vente de l'or dans les banques maliennes. Jusqu'ici, les recettes minières transitaient par des banques étrangères. Le Mali n'envoyait qu'une infime partie. Le système bancaire national était privé de liquidité. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Un flux annuel estimé à plus de 600 milliards de CFA irrigue le système bancaire malien chaque année grâce aux obligations du nouveau code minier qui oblige les entreprises étrangères à rapatrier les bénéfices de vente dans les banques maliennes. Cela a permis le renforcement de la capacité financière interne du pays, l'amélioration de la stabilité macroéconomique du pays, la réduction de la dépendance au financement extérieur. Mais malgré ces chiffres records, il faut insister sur un point fondamental. Le sous-sol malien reste largement sous-exploité et carrément méconnu. Le Mali, malgré cela, le Mali est déjà parmi les premiers producteurs d'or en Afrique. Est le plus grand producteur de lithium sur le continent. Dispose de réserves importantes encore non cartographiées. Possède d'un potentiel minier diversifié. L'or, le lithium, le fer, les terres rares, l'uranium, le pétrole, le gaz en grande quantité. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est donc pas un plafond, mais c'est un point de départ, un commencement. Avec la nouvelle politique du Mali, si le pays commence à exploiter ses ressources, ce sont des millions de dollars qui entreront dans les caisses de l'État chaque année. Pour finir, à travers ces différents faits marquants au Niger, au Burkina Faso et au Mali, on constate qu'une même dynamique se dégage clairement dans les trois pays de l'Alliance des États du Sahel. Ces trois pays sont engagés dans une reprise en main souveraine de leurs choix politiques, de leur sécurité et aussi de leur économie. Il s'agit de partenariats stratégiques
des mesures fortes contre la déstabilisation, la maîtrise de l'espace informationnel ou de la validation des ressources naturelles, les autorités de l'Alliance des États d'Israël montrent qu'une nouvelle ligne politique est en train de s'aligner. Merci, nous avons fini aujourd'hui. Nous espérons avoir été utiles et vous avoir apporté des informations que vous vouliez. Maintenant, nous sollicitons pour que ce média puisse monter. Il suffit juste de liker la vidéo, de vous abonner, de dire ce que vous pensez dans les commentaires pour que ce contenu puisse s'améliorer et que cette communauté puisse grandir. Merci beaucoup. Au revoir.